Première intervention de la matinée, nous allons écouter Sylvain Delator, qui nous vient également du LAM et qui est spécialiste sur les grandes structures, les structures à grande échelle cosmique, et qui nous parle aujourd'hui de l'énergie noire en cosmologie et la mission Euclide. Ok. Alors merci beaucoup de l'invitation. Donc dans cet exposé, je vais essayer de décrire un petit peu donc l'énergie noire de manière relativement simple, en m'attachant à revenir un petit peu sur l'historique, sur les différentes observations qui ont permis d'arriver à l'énergie noire, l'émergence de l'énergie noire, pardon. Et voilà. Et si j'ai un peu de temps, j'essaierai de terminer par la présentation d'une mission qui s'appelle Euclide et qui permettra notamment, on pense, résoudre ce mystère, ou en tout cas dans ses grandes lignes. Alors, donc je suis donc cosmologiste et donc je m'attache, en cosmologie, on s'attache notamment à la cosmologie physique, à comprendre l'univers. Donc les questions qu'on se pose, c'est donc la question de la composition, de ce qu'est l'univers, son histoire, etc. Et dans ce cadre-là, j'aime bien d'abord commencer par revenir à vraiment à la vision de notre univers tel qu'on l'a. Évidemment, quand on observe le ciel, quand on observe l'univers, essentiellement, toute l'information qu'on a, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le ciel observé, donc avec un certain nombre d'objets astronomiques, et donc, soit pour dire aussi que une certaine difficulté à arriver à un modèle cosmologique, à comprendre tout l'univers en tant qu'objet physique, seulement à partir de ce type d'observation. Donc il y a d'autres types, d'autres messagers, mais essentiellement c'est la lumière, notre premier messager. Donc ce qu'on voit ici, c'est donc un champ profond de galaxies, avec également des étoiles proches, qu'on voit en bleu, plus grosses, mais ce qu'on voit au fond, en fait, ce sont d'autres galaxies. Et seulement en regardant cette image, on peut se rendre compte que finalement, si on veut étudier du point de vue physique l'univers, en fait, on va avoir besoin de trouver des traceurs, des objets qui vont permettre d'étudier cet univers. Et un des objets les plus communs sont les galaxies. Donc évidemment, ces galaxies on les voit tels des points lumineux, avec une petite expansion spatiale, mais pour les plus proches, celles qu'on peut voir, de plus près, on peut voir les détails, notamment avec des télescopes spatiaux. Donc, et voici un exemple, quand on peut vraiment accéder à l'information à l'image de ces objets, vraiment, on voit toute la complexité en fait, de notre univers. Parce qu'en réalité, donc, ces galaxies, en fait, ce sont des milliards d'étoiles, voilà, et avec différentes structures. Et voilà. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on veut comprendre tout l'univers. Donc je parlais de comment sonder l'univers pour comprendre la cosmologie. Donc on voit des galaxies, en effet, mais on voit aussi des étoiles proches. On ne voit pas d'étoiles lointaines, mais on peut voir des explosions d'étoiles, donc qui notamment produisent tellement d'énergie lumineuse qu'on peut les voir de très loin, et donc qui on peut utiliser aussi comme des traceurs cosmologiques. Et donc un exemple très caractéristique sont les supernovae. Donc les supernovae sont des explosions d'étoiles très massives. En fait, c'est des étoiles, c'est un système binaire avec des étoiles compactes, et donc au bout d'un certain moment, on va avoir un des objets qui va s'effondrer sur l'autre et une explosion. Donc on peut voir ici en particulier que dans la figure du bas, on peut voir une galaxie proche, et on peut voir que une petite supernova qui est explosée ici, on peut voir que la luminosité
émise et qu'on reçoit, en fait, elle est pratiquement aussi importante que celle du centre de la galaxie. Donc c'est pour montrer aussi l'importance de ce type d'objet pour étudier la cosmologie. Alors évidemment, il n'y a pas que de la galaxie, il n'y a pas que de la lumière et de la matière lumineuse. Il y a la matière noire, donc on en a déjà pas mal parlé. Donc une première mesure, une première peut-être évidence a été donc cette mesure dans les lamas de Coma, dont on a déjà parlé. Et donc ça a vraiment été mis au goût du jour et disons remis un peu à la mode, je dirais, dans les années 70, par donc la mesure précise, plus précise en tout cas, des courbes de rotation des galaxies, comme on a vu, notamment donc dû à des personnes comme Clara Rubin ou Albert. Donc on l'a vu, cette matière noire, donc elle est, je pense qu'elle domine totalement le budget de la matière dans l'univers. On ne connaît pas encore sa nature, donc malgré tout, je voulais juste mentionner que on sait quelles seraient ses propriétés, en tout cas ses propriétés gravitationnelles. On sait qu'elle ne doit pas beaucoup, cette matière noire, interagir avec la matière usuelle. On sait qu'elle est plutôt froide si on veut reproduire la structure de l'univers, la structuration de l'univers. Donc voilà. Et voilà, je voulais juste revenir sur le Bullet Cluster, ça tombe très bien, j'avais préparé une slide. Alors je pense que c'est important de l'expliquer aussi, peut-être un peu plus en détail. Qu'est-ce que le Bullet Cluster? Donc c'est considéré comme une des évidences les plus convaincantes de l'existence de la matière noire, donc la matière noire non baryonique, donc qui n'est pas la matière usuelle, de forme usuelle. Et donc c'est relativement récent comme observation. Donc ce qui est intéressant, ça se rapporte un peu à ce qui a été dit précédemment, c'est que on a différents faisceaux d'observation et différents moyens, différentes théories qui sont utilisées pour interpréter ces observations et qui mènent à une conclusion qui est que, en effet, on est obligé d'introduire une certaine matière noire qui a des propriétés particulières. Donc, le Bullet Cluster, qu'est-ce que c'est? C'est deux amas, donc qui sont représentés ici, qui sont entrés en collision. Et ce qu'on observe ici, c'est le résultat final. Donc, le résultat final, c'est que après la collision, l'amas, donc l'amas 1 qui est à gauche ici était à droite, etc. Et donc, on a deux manières de tracer on a utilisé deux méthodes pour tracer le contenu en matière. Donc, on a utilisé des rayons X pour regarder le gaz chaud, donc qui est représenté en rouge ici, et on a l'effet de lentille gravitationnelle pour tester la matière totale, et qui est surtout, va surtout nous parler de la distribution de la matière noire qui domine. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que cette distribution des deux types de matière, en fait, elle est bien spécifique, et on voit qu'il y a une séparation des différentes composantes après le choc. Et notamment, on voit que la matière normale, le gaz, va dissiper de l'énergie. Après la collision, on voit cette forme de balle ici. Donc c'est un choc, c'est lié à un choc, c'est juste un front de choc. Et les deux parties, et donc les deux composantes de matière normale des deux amas est relativement proche à la fin. Et par opposition, on voit que la matière noire, elle, est assez a peu interagi finalement, et elle se retrouve loin l'une de l'autre pour les deux amas. Donc là, ça met en jeu plusieurs phénomènes, en effet, et explique bien pourquoi on s'attend donc à avoir une matière qui n'est pas directement visible, mais qui interagit peu et qui est plutôt massive, car c'est celle qui va
produire les distorsions gravitationnelles, l'effet de l'antigravitationnel les plus forts. Donc voilà. Alors, donc la matière noire, il faut bien voir que on pense qu'elle est donc partout dans l'univers, et en réalité, ce qu'on voit, c'est une infime partie, on pense, et ce qu'on voit, finalement, c'est que la lumière trace, finalement, c'est la structure de l'univers, donc la structure, comment la matière se structure. Et de la même manière que la nuit, on va voir la lumière des grandes villes en Europe, par exemple, tracer les contours de l'Europe. De la même manière, on va voir les galaxies qu'on voit tracer les grandes structures de l'univers, mais sachant qu'en réalité, la structure elle-même est complètement dominée par cette matière noire. Donc il faut bien se représenter la structure. Donc quand je parle de structure de l'univers, je parle de tous ses constituants, de la matière, et comment elle est distribuée spatialement. Voilà. Donc elle est vraiment dominée par cette structuration par la matière noire. Donc voici des observations de la distribution des galaxies, par exemple. Donc là, ici, ce que je montre ici, c'est ce qu'on appelle la toile cosmique aussi, ou la structure à grande échelle de l'univers. Donc on se trouve en bas, et on regarde selon une ligne de visée, ici, et on va mesurer la position tridimensionnelle des galaxies avec la spectroscopie, et ce qu'on va voir, c'est cette structuration. Donc on voit qu'aujourd'hui, dans l'univers relativement local, proche de nous, on a cette structuration, donc ces grands murs. Donc en fait, il faut bien voir que en réalité c'est en 3D, d'accord. Et ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a projeté une dimension pour pouvoir simplement l'afficher. Mais il faut bien voir que le haut représente l'univers lointain, et l'œil ici nous représente nous. Ok. Donc voilà, donc cette grande structure, finalement, cette structuration de l'univers, donc on la voit, elle est tracée par les objets visibles, les galaxies en particulier, mais en réalité, elle est complètement dominée, et en fait, si on laisse... je l'ai enlevé, mais on peut simuler, notamment avec des simulations numériques, ce genre de distribution à partir du modèle standard de la cosmologie, par exemple, et on va se rendre compte de toute la quantité de structures qu'il y a, et la forme et l'extension de cette structuration par la matière noire. Donc on a vu un petit peu les composants, en tout cas de matière qu'on voit dans l'univers. Je vais juste maintenant essayer de donner quelques idées sur les rappels sur les modèles cosmologiques standards, le modèle standard de la cosmologie, et décrire un petit peu les quelques aspects importants, les piliers, ce qu'on appelle, de ce modèle. Donc, que sont donc le principe cosmologique, la relativité générale, l'existence de conditions initiales particulières, donc on appelle le Big Bang, et le fait que donc l'univers est en expansion. Donc l'univers, on pense qu'il a des conditions particulières, des conditions initiales particulières, donc qui sont caractérisées par ce qu'on appelle, on appelle ça le Big Bang. Donc c'est un univers qui est très dense, très chaud, et dominé par la radiation en particulier. Et donc cette construction du modèle standard de la cosmologie, en fait, et notamment ce qu'on appelle le modèle du Big Bang chaud, vient d'un certain nombre d'évidences, et en particulier la détection de un petit peu ces premières radiations, ces radiations primordiales dans l'univers, donc au travers du fond diffus cosmologique. Donc c'est un rayonnement isotrope qui était détecté par Penzias et Wilson, et donc qui nous dit que finalement aujourd'hui que donne des informations sur l'état initial. Bon, bien sûr, ce n'est pas le Big Bang. Okay, là, on parle de la première lumière qui peut s'échapper, qui peut se propager dans l'univers, donc à environ 400 000 ans après le Big Bang, mais malgré tout, elle nous donne des informations sur la distribution de la matière
et en fait, sa quasi-homogénéité. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est, donc là, ce que ça représente ici, c'est tout le ciel, toute la surface du ciel étalée, on l'a projetée, et les différentes couleurs donc, montrent des variations de température, donc cette radiation. Et on voit donc les variations entre le rouge et le bleu ici sont de l'ordre de 10-5, donc 0,00001. Et donc ça c'est juste pour rappeler la très forte homogénéité de la distribution de la matière dans l'univers très tôt dans l'univers. Donc évidemment il y a tout de même des fluctuations, et ces fluctuations sont très importantes parce qu'elles expliquent notre présence ici aujourd'hui. Et donc toute la structuration qui va apparaître petit à petit. Donc ça c'est très important à comprendre. Après il y a d'autres questions qui se posent plus en amont sur l'origine de ces fluctuations, des origines quantiques, etc. Mais voilà, il est important de rappeler donc voilà, globalement la structure de l'univers, le contenu de notre univers, au début de l'univers c'était ça. Donc c'est un petit peu... voilà. Et un deuxième aspect, je voulais parler donc, en relation avec le modèle standard de la cosmologie, c'est donc le principe cosmologique, donc postulé par Einstein, donc, qui stipule donc que l'univers est homogène et isotrope. Donc évidemment, c'est quelque chose, c'est un postulat. Évidemment, l'univers n'est pas... homogène, on peut le voir rien qu'en étant ici, on voit dans l'univers local comment sont distribués, donc de la même manière, donc on est au centre ici, et on voit la distribution des galaxies, on voit des surdensités, on voit cette structuration, ces grandes structures, mais l'idée est bien sûr d'utiliser cet argument pour décrire l'univers aux plus grandes échelles, évidemment. Le troisième aspect important, donc, c'est l'expansion de l'univers. On a déjà parlé, avec donc, la relation trouvée par Georges Lemaître et Edwin Hubble, indépendamment, sur la relation entre la vitesse d'échappement des galaxies et leur distance par rapport à nous. Voilà, première. Et ce qui est important de voir, évidemment, c'est que ce dont on parle ici, c'est l'expansion de l'univers en tant que tel. Donc, c'est métrique et non le déplacement des objets. Qui est illustré ici. Et donc, ce qui est très important à voir aussi, c'est une autre conséquence sur les observations, c'est le décalage spectral. Donc, le décalage spectral, du fait de l'expansion de l'univers, on va avoir un décalage en énergie, en longueur d'onde, de la lumière émise par les objets, par les étoiles, les galaxies. Et donc ce décalage spectral va être lié à l'expansion, comme je le disais, et donc on peut, d'une certaine manière, à partir de ce décalage, estimer une distance cosmologique. Évidemment, c'est une distance cosmologique au sens où elle décrit, elle considère seulement l'expansion de l'univers, l'expansion en tant que générale de l'univers, de sa métrique. Donc c'est illustré ici également. Donc on a ce décalage d'une onde par exemple qui serait dans la longueur d'onde du bleu vers le rouge, c'est quand l'univers s'étend. Et donc ça, on peut l'observer. Donc ça c'est très important aussi à dire, dans le sens où si on veut faire de la cosmologie, il faut pouvoir en effet avoir quelque chose qui nous permet de quantifier la distance, le temps, sur des échelles cosmologiques. Ça, c'est absolument fondamental, et c'est pour ça que le concept est absolument fondamental pour l'étude de la cosmologie observationnelle. Alors maintenant, je vais passer donc à la relativité générale, donc l'équation d'Einstein. Donc avec la relativité générale, donc on a vu ça, donc la gravitation maintenant est la conséquence donc, de perturbation de l'espace-temps, donc par la présence d'objets massifs. Et donc on peut voir à gauche, en bas,
cette correspondance, donc c'est une manière d'écrire l'équation d'Einstein, correspondance entre géométrie, enfin entre la métrique, la courbure et l'énergie, la matière, la source dans l'univers. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que un objet finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il va perturber localement, un objet massif, cet espace-temps là, c'est une visualisation en 3 dimensions, et en fait, tous les objets qui vont être autour vont être affectés par cette courbure. Ce qui nous amène aussi à parler des fils antigravitationnels, donc on a aussi un peu parlé. Donc là, c'est, contrairement à la loi, à la gravitation de Newton, on a un effet gravitationnel qui s'applique également sur des particules qui n'ont pas de masse, comme les photons, donc la lumière. Et donc on a des déformations qui sont créées, déformation des images des objets d'arrière-plan par de la masse qui se trouve entre l'observateur et les objets d'arrière-plan. Donc il y a différents types de déformations. Donc plus on est près et que la masse est importante, la lentille est importante, plus on va avoir des déformations importantes. Et donc là, dans le régime fort, ce qui se passe, on va avoir des images multiples, on va avoir des arcs gravitationnels. Et plus on s'éloigne de l'axe qui relie, moins on est aligné, et plus les déformations vont être faibles, et c'est essentiellement des déformations d'un sixième gravitationnel relativement faibles, et en fait, qu'en réalité, on peut seulement observer que statistiquement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas directement mesurer, voir, mais plutôt étudier statistiquement pour pouvoir détecter un signal. Donc ça, c'est le cas d'un amas, par exemple, donc un amas massif. Du coup, notre lentille est très massive, et là, on voit très bien donc les arcs gravitationnels rouges, et aussi il y a des images multiples, c'est-à-dire plusieurs fois la même galaxie d'arrière-plan qui est répétée dans l'image. Donc bien sûr, tous ces effets sont fondamentaux pour comprendre la cosmologie, et c'est ce qu'on va aussi utiliser pour contraindre et comprendre l'énergie ou la matière dans l'univers général. Dernier aspect, c'est donc la courbure de l'espace. Donc en toute généralité, donc, l'univers peut être courbe, et donc on a aussi cette possibilité d'introduire une courbure à la métrique et pouvoir la tester. Donc si on s'attache si on considère simplement les équations d'Einstein, en théorie, donc ce qu'elles nous permettent de faire, c'est, étant donné un fluide cosmologique, étant donné une quantité d'énergie dans l'univers, on peut prédire comment cet univers va grandir, comment l'histoire d'expansion de l'univers, par exemple, donc, qui est montré ici. Donc, il y a, ici, ce que je montre, c'est ce qu'on appelle le facteur d'échelle, donc une échelle caractéristique de l'univers en fonction du temps, et en fonction de différentes du contenu en fait en énergie de l'univers, on peut avoir différents scénarios. Donc des scénarios avec une expansion accélérée, une expansion qui est constante, ou même décélérée avec un effondrement final. Donc bien sûr, l'idée, c'est de comprendre l'univers, comprendre le modèle cosmologique et de déterminer ses paramètres cosmologiques. Donc pour déterminer les paramètres cosmologiques, donc on part de l'équation d'Einstein, et sous certaines conditions, l'hypothèse cosmologique, métrique d'un univers en expansion, etc., on arrive à ce qu'on appelle les équations de Freeman, et notamment qui permettent d'écrire
pour illustration, le budget énergétique de l'univers. Donc ça, c'est très important. Donc c'est une relation qui est vraie à tout moment, à tout temps dans l'histoire de l'univers, et donc qui relie l'énergie densité associée à tout ce il peut potentiellement y avoir dans l'univers. Donc là, j'ai illustré, on a la matière, oméga m, oméga r, donc la radiation, densité d'énergie associée à la courbure, mais aussi potentiellement à la constante cosmologique ou l'énergie ou toute autre espèce. Donc il n'y a pas que ces paramètres, il y en a d'autres, mais ce sont des paramètres importants pour comprendre l'histoire de notre univers. Donc maintenant je vais parler plus spécifiquement, on a vu un petit peu le contexte du modèle standard de la cosmologie, donc le Big Bang Show, et je vais me concentrer maintenant sur l'émergence de l'énergie noire. Donc en général c'est associé à la mesure la distance de luminosité des supernovae, donc les années 96-99. Et donc, deux équipes concurrentes qui ont obtenu un échantillon suffisamment significatif de supernovae et fait ce test, un test purement géométrique. Donc, on teste la relation entre le redshift, le décalage spectral et la distance de luminosité qu'on peut déduire parce que, en fait, ce sont des objets qui en fait émettent intrinsèquement à peu près toujours la même luminosité. Donc sachant ça et le flux observé, on peut déduire les distances. Donc voilà un exemple d'observation de supernovae. Donc on peut voir une série de galaxies en bas et au moment où il y a une explosion de supernova, on peut voir un point lumineux qui apparaît, qui est très très lumineux et donc on va suivre ce point lumineux et essayer de observer ce qu'on appelle sa courbe de lumière, c'est-à-dire l'évolution de sa luminosité en fonction du temps. Voilà. Donc ce type de mesure a permis de mesurer cette relation, ce qu'on appelle aussi le diagramme de Hubble, donc luminosité redshift, distance redshift, et on peut voir ici donc, les points de mesure qui ont été obtenus par ces équipes, enfin, une des deux équipes en fait, et on peut voir différents modèles en rouge et en bleu, donc ce sont les différentes courbes, et on peut voir que à l'époque, une petite préférence pour le cas où il faudrait introduire donc une constante cosmologique, ou en tout cas une quantité une composante additionnelle dans le budget total d'énergie densité dans l'univers. Donc ce travail leur a valu le prix Nobel. Une autre chose la même chose. Et donc ce type cette mesure vraiment a un petit peu lancé, je dirais, l'ère de l'énergie noire, dans le sens où bien entendu, avant, il y a toujours eu cette discussion sur la constante cosmologique, c'était pas nouveau. Donc on se posait la question de savoir quelle était sa valeur. Et donc il y avait des partisans d'un univers sans constante cosmologique ou avec. Et là, ce que ça montre en fait, c'est que la mesure elle-même est incompatible avec une constante cosmologique nulle. D'accord ? Dans la constante cosmologique, c'est quand on rajoute un terme, un Einstein, et donc une énergie en plus qu'on peut associer à différentes choses, mais qu'on a historiquement associé à l'énergie du vide, notamment. Donc voilà. Et donc ces mesures, et ensuite la combinaison avec d'autres mesures essentiellement géométriques, c'est-à-dire également tester la relation redshift, distance, etc., ont permis donc de converger vers le modèle de concordance, le modèle lambda CDM.
Donc c'est illustré à droite, on voit des contraintes sur la quantité de matière, densité associée à la matière. Donc là, ça englobe tout, hein, la matière noire, la matière normale, et cette constante cosmologique. Et on voit donc que ces différentes mesures convergent vers ces contours gris bien spécifiques qui sont reportés sur la gauche. Et donc à ce moment-là, donc ça date des années 2000, 2010 même, on arrive à une cosmogonie, à un modèle préféré dans lequel la majorité de l'énergie aujourd'hui est sous forme de quelque chose qu'on ne voit pas directement. D'accord ? C'est là qu'émerge vraiment le problème de l'énergie noire. Alors, j'ai déjà dit, on invoquait déjà le problème de la constante cosmologique, hein, avant ça. Mais on pouvait considérer que c'était peut-être une constante de la physique ou que c'était associé à l'énergie vide, par exemple. Mais il y a des petits problèmes théoriques, on n'arrive pas à résoudre la différence d'ordre de grandeur entre sa valeur et ce qu'on peut prédire la théorie, par exemple. Et donc, plutôt que de rester là-dedans, je pense que ce qui a émergé, c'est vraiment de parler, essayer de généraliser ce concept et d'introduire cette énergie noire sans vraiment savoir ce que c'est. Donc c'est vrai que ça a été vraiment, et ça a été quelque chose de très important parce que finalement on s'est rendu compte que du jour au lendemain, enfin peut-être pas du jour au lendemain, mais on s'est rendu compte que finalement la partie immergée de l'iceberg, ce qu'on voit, l'énergie liée à toutes les sources lumineuses, sont juste une petite fraction, 5% à peu près, de tout ce qu'il y a dans l'univers aujourd'hui. Évidemment, ces fractions ont changé avec le temps, dans le passé, mais ça posait un problème. Et donc l'idée de la constante cosmologique qui avait été introduite initialement par Albert Einstein, puis ensuite réintroduite, abandonnée puis réintroduite pour expliquer les observations des supernovae, par exemple, était... c'est assez... comment dire ? C'est assez... c'était quelque chose de assez marrant. Parce que finalement, revenir en arrière sur ce concept-là, et finalement, pour s'en affranchir, définir associer ce manquement d'énergie à quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, qui s'appellerait la dark energy, l'énergie noire. Donc ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que ce qu'on observe, nous, c'est en fait l'accélération de l'expansion de l'univers. C'est plutôt ça qu'on observe, et on l'assimile à une énergie noire, mais en réalité, ce qu'on veut comprendre, et ce qui nous échappe, c'est l'origine de cette accélération de l'expansion de l'univers. Donc en fait, conceptuellement, ce qu'on comprend, c'est que donc on a essentiellement deux effets qui sont en jeu dans l'évolution de l'univers. Donc on va l'évolution, l'expansion de l'univers, dans la gravitation qui va tendance à faire créer des structures, faire s'effondrer la matière, et par ailleurs on a quelque chose d'autre qui va au contraire à exercer potentiellement une pression négative, qui va faire que, à l'inverse, l'univers va d'autant plus s'étendre et donc empêcher la gravitation de faire son travail. Alors, donc l'énergie noire, on ne sait pas vraiment ce que c'est, évidemment. Après, comme on fait souvent, et ça a été déjà mentionné, on peut essayer de paramétriser notre ignorance, et c'est ce qui est fait en général en attente de mesures peut-être plus précises.
Donc on peut se poser la question de savoir ce que c'est. Donc est-ce que c'est une constante de la physique, une énergie du vide, j'ai déjà mentionné, ou une nouvelle forme de champ ou de matière. Les solutions sont... Il y a plein de solutions en théorie. Mais malgré tout, si on veut se rattacher à quelque chose qu'on peut potentiellement déterminer observationnellement, on peut essayer de caractériser, définir cette énergie et la caractériser, donc sa nature, en utilisant son équation d'état. Donc on imagine par exemple un fluide et on va déterminer quel est le paramètre W, donc qui relie la pression à la densité de ce fluide par exemple. Et donc on se rend compte que dans ce cadre-là, en effet, on peut essayer d'aller un peu plus loin et en fonction de l'équation d'état de l'énergie noire, W, on va pouvoir différencier différents types, différentes natures possibles. Donc ici sont donnés quelques exemples. Donc ce qui est important de mentionner, c'est donc la constante cosmologique, donc, qui correspond au cas -1. Mais on a d'autres théories. Donc là, j'ai mentionné quelques théories alternatives, des théories de quintessence ou d'énergie fantôme, par exemple, où on peut avoir des valeurs très négatives, par exemple, ou de très grandes valeurs. Enfin, ça peut être assez variable. Donc là, on a peut-être un moyen d'avancer sur le problème de l'énergie noire en caractérisant cette équation d'état. Après, une autre possibilité, et pour éviter une possibilité peut-être plus élégante, et s'éviter notamment de remettre en cause, enfin de chercher comme ça un peu sans savoir, on peut essayer de remettre en cause aussi les différentes hypothèses du modèle standard. Et on peut regarder par exemple par rapport aux 4 piliers principaux, notamment que je me rappelais ici, donc le principe cosmologique, l'expansion de l'univers, la gravité générale, le Big Bang, etc. Donc pour les deux premiers, je dirais qu'il y a quand même un consensus et puis des évidences observationnelles assez importantes. Et il est dur quand même de remettre en cause le concept du Big Bang, pas comme une singularité initiale, mais comme des conditions initiales particulières de l'univers. Donc avec le fond diffus cosmologique, on a quand même des évidences quand même, assez indiscutables. Après, l'expansion de l'univers, ça, c'est une interprétation qu'on peut faire du décalage spectral, etc. On peut toujours trouver des interprétations différentes, hein, mais bon, ça reste quand même relativement bien accepté. Après, on peut revenir sur la réalité générale et potentiellement aussi sur le principe cosmologique, ou même plus fondamentalement sur d'autres, principes anthropiques, etc. Et donc, si on revient sur la réalité générale, donc une possibilité, c'est, donc on l'a vu, donc ça c'est l'équation d'Einstein, très schématiquement, on peut rajouter une constante cosmologique ou une énergie noire, mais aussi, on a le même effet en modifiant la gravitation, donc la côté gauche de l'équation, par exemple. Donc c'est des choses qui peuvent être étudiées et qui permettraient aussi de résoudre ce problème de l'accélération et de l'expansion de l'univers. Mais bien sûr, il faut rappeler que donc, la réalité générale est très bien testée et très bien vérifiée. Ça a déjà été mentionné, et en particulier dans le système solaire. Donc ce n'est pas une mince affaire. Et donc la solution à tout ça, en tout cas pour essayer d'améliorer notre connaissance observationnelle, c'est vraiment de sonder toute la structure de l'univers, aux plus grandes échelles. Donc, c'est vraiment, donc on a fait plein de tests, par exemple avec les supernovae, des choses comme ça, mais vraiment ce vers quoi on se dirige vers nous, en tout cas depuis déjà une décennie et dans la prochaine, c'est donc essayer d'avoir une cartographie de la structure de l'univers, donc évidemment tracée par les objets visibles.
Alors pourquoi c'est important? Parce que, en fait, donc, les perturbations de matière dans l'univers évoluent sous l'effet de la gravitation, essentiellement aux plus grandes échelles, en tout cas, et elles vont évoluer avec le temps. Donc on part d'une condition relativement homogène, donc dans le fond diffus cosmologique par exemple, et ça évolue et on forme cette structuration type toile cosmique avec des surdensités très importantes, les amas de galaxies, où se trouvent les amas de galaxies, mais aussi des vides très importants aussi, qui sont de plus en plus grands, etc. Et donc cette structure, en fait, elle est, d'une certaine manière, elle est due à la compétition, en fait, entre gravité et expansion de l'univers. Donc à la fois, on va être sensible à l'expansion de l'univers, d'une certaine manière, et la gravité, c'est-à-dire la gravitation, c'est-à-dire à quelle rapidité la gravitation va permettre d'assembler de la matière. Donc c'est vraiment la compétition des deux, et c'est vraiment là qu'on va pouvoir essayer de peut-être mieux comprendre ce problème d'énergie noire ou d'accélération de l'expansion de l'univers. Et en particulier, donc il y a quelque chose qui est très important, qui va être très important, c'est mesurer ce qu'on appelle la croissance des structures. Donc la croissance des structures, c'est le taux auquel les structures se forment et grandissent. Et parce que donc ce taux de croissance en fait dépend directement de la théorie de la gravitation. C'est-à-dire que si on peut paramétriser la théorie de la gravitation, on peut potentiellement tester et mesurer ces paramètres associés à la croissance des structures. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on fait? C'est essayer d'être sensible, de cartographier en 3D la distribution, par exemple, de traceurs de la matière, comme les galaxies, leur vitesse particulière, donc, qui sont en fait en grande partie aux grandes échelles liées à la formation des structures. Donc évidemment, il y a ces effets de vitesse cohérente d'effondrement vers les surdensités qui sont représentés ici. Et donc c'est grâce à cette observation donc des positions et des vitesses qu'on va pouvoir mesurer cette croissance des structures. Donc c'est un test de la rareté générale, par exemple. L'autre aspect, c'est d'utiliser des tests géométriques, purement géométriques. Donc on a parlé de la distance de luminosité des supernovae, mais aussi d'échelles caractéristiques, comme l'échelle de propagation des ondes baryoniques dans l'univers avant le découplage matière-rayonnement. Donc on a cette échelle de propagation typique, donc qui va rester dans la distribution de la matière tout au long de l'univers. Et cette échelle distance caractéristique, on va la retrouver, mais à une distance un peu différente, liée à l'expansion de l'univers, depuis le fond diffus cosmologique, par exemple. Donc en détectant, par exemple, cette surdensité qu'on peut voir ici, donc associée aux oscillations baryoniques, on peut faire un test de la géométrie avec la distribution de la structure à grande échelle de l'univers. Voilà, donc pour conclure là-dessus, je voulais, on en a déjà parlé, mais conceptuellement rappeler que conceptuellement, quand même, l'énergie noire diffère du problème de la matière noire, car en fait, en réalité, en tout cas à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'il existe une énergie noire, ou on ne peut pas vraiment le décrire, je dirais, de manière précise. En fait, c'est l'agglomérat de plusieurs hypothèses possibles, en réalité, pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc en réalité, c'est plutôt l'accélération de l'expansion de l'univers qui est le problème principal auquel on veut répondre. Donc, pour arriver à mieux comprendre ça, donc j'ai déjà mentionné les deux aspects critiques. Donc c'est continuer à tester la géométrie, donc l'évolution du fond, c'est-à-dire l'histoire d'expansion de l'univers, mais aussi la croissance des structures. Donc là, on a vraiment un effet, on a deux faisceaux potentiels de preuve. Donc, enfin, c'est deux aspects complémentaires dans l'évolution de l'univers et de ses structures. Donc d'un côté, on va pouvoir vraiment tester la gravitation, et de l'autre côté, on va tester donc, la quantité d'énergie dans l'univers, et notamment l'équation d'état de l'énergie noire, si c'est de l'énergie noire. Alors juste pour montrer un petit peu l'état de l'art aujourd'hui sur la détermination de l'équation d'état de l'énergie noire,
Donc en combinant différentes sondes cosmologiques, on obtient à gauche, donc avec une paramétrisation dans laquelle cette équation d'état varie avec A, donc le facteur d'échelle, donc le temps. On peut voir que finalement, les contraintes actuelles ne sont pas très discriminantes et on arrive à une solution qui est totalement compatible avec la constante cosmologique, c'est-à-dire une valeur de W de moins 1. Et à droite, on voit les mesures de taux de croissance des structures, donc je vais parler, donc qui testent directement, notamment la gravitation, donc la vitesse à laquelle les structures se forment, et donc la gravitation. Et donc là, on voit ces mesures-là. Donc là, les mesures sont beaucoup moins précises, enfin en tout cas aujourd'hui, elles ne sont pas assez précises pour vraiment discriminer. Donc ce qu'on voit ici, c'est différentes mesures du taux de croissance de ces structures à différents décalages spectraux, donc à différents temps cosmologiques. Et en noir, on voit la réalité générale, donc qui passe allègrement au milieu des points. Donc le but dans le futur proche, c'est vraiment d'améliorer ce type de mesures et de faire vraiment une cartographie de notre univers, des galaxies dans notre univers en tout cas, et de toutes les distorsions potentiellement liées à l'effet de lentille gravitationnelle pour tester à la fois la distribution de la matière noire et la matière normale. Et donc c'est ce que va faire notamment, je ne sais pas combien de temps il me reste. 2 minutes ? C'est parfait. Notamment, donc, je voulais juste parler rapidement, brièvement de la mission Euclid. Donc, c'est une mission spatiale européenne, donc qui a vraiment pour but de mieux comprendre et potentiellement d'avoir les meilleures observations possibles pour contraindre l'énergie noire, que ce soit une modification de la gravitation, que ce soit vraiment quelque chose, un change, une forme de matière, que sais-je. Donc le but, c'est, donc, ce que j'expliquais juste avant, c'est de faire une cartographie tridimensionnelle des galaxies sur une très grande partie du ciel. Donc là, c'est un tiers du ciel. Donc en fait, c'est l'intégralité du ciel extragalactique, c'est-à-dire en dehors de notre galaxie, enfin de l'écliptique. Et donc c'est à peu près 50 millions de galaxies sur tout le ciel. Et si on parle de distance par rapport à nous, donc on arrive à jusqu'à des distances équivalentes à des époques correspondant à moins de la moitié de l'âge de l'univers, environ. Et le deuxième aspect, c'est faire donc un relevé de forme des galaxies pour détecter ces effets de l'anti-âge gravitationnel, donc sur toutes les galaxies. Donc c'est-à-dire, là, on veut vraiment regarder des effets très fins, mais l'étudier statistiquement. Et donc avec ces deux aspects-là, on va à la fois avoir une carte de la matière visible, donc les galaxies, enfin une partie de la matière visible, sous forme de galaxies, et à la fois avoir la distribution de la matière noire. Donc ce sont deux aspects complètement complémentaires, et sur lesquels on peut faire des tests à la fois géométriques, comme j'ai montré, ou des tests sur la croissance des structures et directement sur la gravitation. Vous avez un exemple. Donc c'est un très gros engagement de part de l'Europe et puis des nombreux pays dont la France. Et c'est beaucoup de monde qui travaille là-dessus, à Marseille en particulier. Donc ça, c'est le spectrographe qui est en train d'être testé là, sur cette image au LAM, la cuve, à vide. Et au final, voilà le type, par exemple, de contraintes, de précision qu'on va pouvoir avoir. Donc l'idée, c'est d'avoir une précision de l'ordre du %, disons, sur l'histoire d'expansion de l'univers, donc sur une gamme assez large d'époques cosmiques, et de croissance des structures. Donc on peut voir ici, par exemple, on voit la figure du haut, on peut voir en bleu ce que va potentiellement la précision avec laquelle on va pouvoir mesurer ce taux de croissance et des structures, et les différentes courbes correspondent à différentes théories de la gravitation, des modifications de la gravitation, voilà, différents types. Et on peut voir que voilà, grâce à cette précision-là, on va être vraiment capable de faire des tests de la gravitation. Et par ailleurs, on peut déterminer
l'équation d'état de l'énergie noire, potentiellement, avec ces tests géométriques dont je parlais, et donc avec une précision de l'ordre du % également. Donc voilà, vraiment tracer toute l'histoire de croissance et d'expansion de l'univers, sur une grande partie de l'univers. Voilà, donc juste pour conclure, juste dire que donc pour cette question de l'énergie noire, donc c'est absolument fondamental aujourd'hui dans la cosmologie, évidemment, c'est de comprendre. Bon, l'énergie noire, c'est quand même quelque chose c'est un problème multiple. Hein. C'est pas comme la matière noire où on voit à peu près, on a des mesures indirectes. Son effet gravitationnel, etc. Mais on s'attaque à comprendre plutôt l'accélération de l'expansion de l'univers, et donc là, il y a plusieurs hypothèses possibles. Mais en général, énergie noire, c'est un mot assez utile, qui est utilisé pour englober tout ça. En réalité, c'est multiple, il y a plusieurs tests qui sont possibles, plusieurs hypothèses, et c'est ça qui est aussi intéressant et excitant. Et potentiellement, avec donc l'astrophysique, va permettre d'apporter des indices sur des grands problèmes de physique fondamentale avec ça. Et donc, grâce à Euclid en particulier, mais aussi d'autres, il y a aussi d'autres projets expérimentaux du même type, on va vraiment, dans les prochaines années, des prochaines décennies, pouvoir faire passer une étape assez significative dans notre compréhension, en tout cas physique, de l'énergie. Voilà, merci. Merci pour cet exposé. Je voulais faire deux petites remarques. La première, c'est que la découverte de l'énergie noire, prix Nobel dans les années 80, n'a pas du tout été une surprise pour la majorité des astronomes, parce que, si vous voulez, la nécessité d'une constante cosmologique, elle était déjà là depuis Lemaitre, en fait, parce qu'il était impossible d'expliquer l'âge des étoiles s'il n'y avait pas de constante cosmologique, parce que l'âge de l'univers était trop court. Et deuxièmement, on ne pouvait pas former les galaxies sans constante cosmologique, comme tous ceux qui travaillaient sur la formation des galaxies le savaient à l'époque. Donc, ça n'a pas du tout été une surprise, cette découverte. La surprise aurait été qu'on ne découvre pas d'accélération. Et la surprise, en fait, ça a été que, à ce moment-là, est née l'idée d'énergie noire, alors que la constante cosmologique expliquait parfaitement cette accélération et sa variation, et qu'elle l'explique aussi toujours, comme tu l'as montré. Donc, grosse surprise, pourquoi invoquer une énergie noire alors que la constante cosmologique fonctionne très bien, et pourquoi chercher aussi d'autres modifications de la relativité générale alors que cette constante fonctionne très bien. C'est quelque chose que une certaine proportion des cosmologues et des astrophysiciens ne comprend pas du tout. Je pense que, j'en parlerai samedi, je pense que Roland Triet en parlera aussi, parce qu'il est très concerné par tout ça. Et puis, dernier point, je voulais aussi rectifier une légende. La légende comme quoi Einstein aurait déclaré que son introduction de la constante cosmologique en 1917 était... Pardon ? Oui, mais c'est complètement faux. Ça a été analysé, ça a été publié récemment. Malheureusement, j'ai oublié les auteurs, mais... si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail, je vous donnerai la référence. Einstein a bien parlé de la plus grande erreur de sa vie, mais ce n'était pas du tout à propos de la constante cosmologique. C'était à propos de sa lettre qui recommandait le lancement de recherche pour la bombe atomique à Truman. Voilà, merci.
Alors, je suis tout à fait d'accord hein, sur le premier aspect. En fait, bon, peut-être que je me suis mal exprimé, mais c'est pas une découverte en tant que telle, c'est sûr, parce qu'il y avait la constante cosmologique, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que c'est plutôt un changement dans la dénomination, enfin, énergie noire qui apparaît et qui généralise un petit peu, enfin, ça ne généralise pas, mais qui ouvre un horizon, je pense, sur plusieurs explications possibles. Et ce que je veux dire aussi sur la constante cosmologique, ça reste quand même très débattu, hein, la constante cosmologique, la nature, le fait qu'il y ait une constante cosmologique. Ça reste débattu. Donc en fait, non, je veux dire sa nature, d'où ça vient, etc. Bon, l'énergie du vide, c'est pas vraiment ça. Et donc, bon, après, donc, non, ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, on s'attendait forcément à ce genre de résultat, mais je pense que ce qui a changé à partir de là, c'est l'importance que ça a pris par rapport à la précision des mesures et peut-être aussi une certaine ouverture à différentes explications possibles. Oui, je suis d'accord, c'est toujours débattu, mais justement pour des raisons qui, à mon avis, ne sont pas vraiment scientifiques. C'est-à-dire, si on essaye d'appliquer à l'alternative énergie noire, constante cosmologique, le raisonnement qu'on a appliqué à la matière noire, là, l'hypothèse énergie noire ne tient absolument pas le coup. C'est-à-dire, à la fois du point de vue, je dirais, conceptuel et du point de vue observationnel, tout penche en faveur de la constante cosmologique. Donc, il me semble que le fait qu'une grande partie d'ailleurs de la communauté défende l'idée de matière noire n'est pas du tout pour des raisons scientifiques, mais plutôt pour des raisons sociologiques dont on pourrait discuter peut-être en privé. Énergie noire. Pardon ? Énergie noire. Oui. Merci pour l'exposé. Hein, je voudrais savoir, bon, il y a dans ce que tu as exposé, il y a d'un côté donc l'exploration de la croissance des structures, et puis d'autre côté, il y a disons l'exploration géométrique. Est-ce que on attend quelque chose de ce côté-là? C'est-à-dire, est-ce que on pourrait spéculer sur une autre géométrie de l'univers ou quelque chose comme ça? Enfin, géométrie. Quand j'ai mentionné géométrique, c'est des tests géométriques en réalité. Donc, ce à quoi je me rapportais, c'était donc les tests de l'énergie, des différentes composantes des constituants de l'univers, essentiellement. Donc, c'est des tests voilà, qui rentrent dans le cadre de l'équation d'Einstein, de l'équation de Feynman, etc. Voilà. Après, quand vous dites géométrie, vous parlez de la géométrie, de topologie de l'univers, ce genre de choses. Parce que ça, c'est très difficile, pratiquement impossible à... Non, mais c'est une question peut-être intéressante, mais je pense que c'est très difficile à résoudre. Ne serait-ce que parce qu'on a un univers observable, et donc et au-delà l'univers non observable, donc c'est vraiment des questions très difficiles à ce niveau-là. À part la courbure, en effet, oui, on peut contrer la courbure avec des tests de géométrie, donc ce que je mentionnais, en regardant le fond diffus cosmologique par rapport à nous, donc en prenant de la hauteur, c'est d'être sensible à la courbure, mais au-delà de ça, c'est difficile. Oui. Moi, je voulais rebondir sur ce qui a été dit juste avant. D'abord, moi, j'avais cru comprendre qu'Einstein avait introduit la constante cosmologique initialement pour imposer un univers statique. Parce que justement, de ces équations, naturellement, l'univers devait être en expansion. Donc, en fait, de ce point de vue-là, on pouvait imaginer que ça pouvait être quand même une grande erreur. L'autre chose, je pense que, tel que je le comprends, l'idée de chercher d'introduire le concept d'énergie noire au-delà de la constante cosmologique simple, c'est de chercher une explication physique à cette constante cosmologique. Alors, est-ce que toi, tu considères est-ce qu'un simple paramètre géométrique de constante cosmologique est épistémologiquement, enfin scientifiquement satisfaisant en termes de paramètres? Est-ce que c'est un paramètre qui a le même statut, par exemple, qu'une constante de couplage de la gravitation ou des autres forces?
ou est-ce qu'il a besoin d'une explication physique? C'est ça, en fait, la vraie question. Enfin, C'est-à-dire que dans l'optique où on pense que cette constante cosmologique existe, c'est une constante de la physique qui a le même statut que la constante G de gravitation locale. donc on peut s'en satisfaire. Et en fait, pour aller plus loin, la dimension de lambda, c'est 1 sur une longueur au carré. Donc on peut exprimer la constante cosmologique comme une certaine longueur cosmique, de l'ordre de la dizaine de milliards d'années-lumière. Et si on pense que c'est une constante, ça veut dire que dans la physique, il y a deux unités de longueur fondamentales qui sont la longueur de Planck à petite échelle et la longueur cosmologique qui correspond à la constante cosmologique à grande échelle. Donc c'est une physique assez intéressante, quoi, avec deux constantes fondamentales qui ont le même statut, la petite échelle et la grande échelle. Et la justification, elle est là. On dit que si on doit invoquer une énergie noire, la justification, aujourd'hui, il n'y en a pas. Parce que le seul moyen de trouver une forme de substance répulsive, c'est de faire appel à la théorie des champs. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, en théorie quantique des champs, comme d'ailleurs en mécanique quantique ordinaire, on n'a absolument aucune idée du lien entre la gravitation et la physique quantique. C'est-à-dire, par exemple, même quand on a deux particules intriquées, on ne sait pas du tout, par exemple, comment ces particules gravitent, si le fait qu'elles soient intriquées ou non a une influence, etc. Et donc, on ne sait absolument pas non plus comment un champ gravitationnel, dans un certain état, exerce une influence, comment un champ quantique exerce une influence gravitationnelle. Si on fait le calcul dans le cadre de la théorie quantique des champs ordinaire, vous savez tous qu'on trouve une quantité infinie et que donc on ne peut pas admettre ce calcul, qu'on a trouvé une procédure qui s'appelle la renormalisation qui permet de calculer non pas l'énergie d'un état d'un champ quantique, mais la différence d'énergie entre états. Donc ça, la notion de différence d'énergie entre états quantiques, on arrive à peu près à la justifier, mais ce qui exerce une influence gravitationnelle, ça n'est pas la différence d'énergie, c'est plus l'énergie. On n'a aucun moyen de la calculer, aucun moyen de faire converger les intégrales, sauf de mettre un cutoff. Comme vous savez, si on met un cutoff, on tombe un cutoff, disons, qui aurait une vraisemblabilité physique, on tombe sur des chiffres qui sont absolument invraisemblables du point de vue cosmologique. Donc, si vous voulez, on n'a pas de théorie qui permette de justifier l'énergie noire aujourd'hui, et on n'a pas de piste vers lesquelles aller. Mais tout le monde fait comme si on arrivera un jour, je ne dis pas du tout que c'est impossible, mais en tout cas, on n'est pas du tout proche d'avoir un moyen de justifier la notion d'énergie noire par la physique. Ça reviendrait à avoir résolu le problème de l'harmonisation entre physique quantique et gravitation. Donc, en plus, sachant qu'aujourd'hui, plus on effectue d'observations à propos, par exemple, du paramètre W, c'est-à-dire la manière dont la constante qui accélère varie avec le temps, plus on converge vers les effets de la constante cosmologique, il resterait à expliquer, si on trouve une énergie noire, par quelle coïncidence cette énergie noire mime exactement l'effet d'une constante cosmologique, qui elle est une simple constante extrêmement simple. Donc, je pense que la balance là, elle penche vraiment d'un côté plus que de l'autre. Merci beaucoup pour l'exposé qui était très clair, notamment pour moi qui ne suis pas scientifique. Et est-ce que vous pourriez revenir sur la diapo avec l'équation d'état, parce que j'ai pas eu le temps de tout noter et j'avais je crois que j'avais une question alors sur ce sujet. Non, celle avec les différentes valeurs de W. Ah oui. Qui était un petit peu plus haut. Justement, il y avait W-1 pour la constante Cosmo. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, c'est vraiment une question un peu de non-spécialiste. Si on interprète la constante cosmologique comme une forme d'énergie du vide,
Là, du coup, on se trouve, on trouve un W. Comment ça rentre dans cette Le problème, c'est la paramétrisation valeur donc si on associe à l'énergie du vide, enfin la création spontanée de particules qui s'annihilent, etc. On arrive, enfin suivant les calculs, suivant les cutoffs, etc. On arrive à des valeurs qui sont de 60 ou jusqu'à 120 ordres de grandeur inférieures à la valeur de la constante cosmologique. D'accord. C'était ça le problème. Après, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une énergie du vide plus une constante de la physique. Enfin, je sais pas. Voilà. Mais bon, si on prend que ça, en effet, a priori. Merci beaucoup. J'avais une question un peu générale et plutôt, disons, d'histoire des sciences. Est-ce qu'on peut comparer la situation actuelle du point de vue épistémologique avec l'hypothèse de l'énergie noire avec ce qui s'est passé avec l'éther? Est-ce que finalement, est-ce que les situations épistémologiquement sont comparables ou est-ce qu'elles n'ont strictement rien à voir? Parce qu'il y a toute une série d'avatars, disons, de variations sur les formes d'éther qu'on a introduits en fonction de l'évolution de la physique jusqu'à un moment fatidique. Et est-ce qu'on est dans une situation comparable avec ou la matière noire ou avec l'énergie noire? Ou est-ce que la question est inepte? Non, je pense pas. Après, je suis pas vraiment spécialiste, tout ce qui avait été, toutes ces discussions sur l'éther et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'en effet, il y a des résurgences de ce genre de... parce qu'en fait, dans les modifications de la gravitation standard qu'on peut invoquer, donc il y a ajouter des champs scalaires, il y a plusieurs choses qui peuvent être proposées, une nouvelle forme une nouvelle dimensionnalité, un certain nombre de choses, et puis ça peut ressembler en effet potentiellement à l'introduction. Petite remarque aussi, oui. Einstein et Weil aussi, d'ailleurs, ont déclaré souvent que l'éther gravitationnel, c'était finalement la courbure de l'espace-temps. Or, qu'est-ce que c'est que la constante cosmologique? C'est très exactement la courbure de l'espace-temps lorsqu'il est vide. C'est-à-dire si le vide en relativité générale, quand il n'y a pas de matière, la courbure est donnée par la constante cosmologique. Donc s'il n'y en a pas, le vide, c'est Minkowski. S'il y en a, c'est le modèle à constante cosmologique, c'est-à-dire De Sitter. Donc dans ce sens-là, la constante cosmologique, la courbure du vide, c'est exactement ce que Einstein aurait voulu appeler l'éther, et ce que Weil encore plus aurait voulu appeler éther, puisque Weil essayait de distinguer les effets inertiels et les effets qu'on pourrait dire de gravitation proprement dite. Et donc, ce qu'il aurait voulu appeler l'éther, je ne sais pas, il y a toute une interprétation derrière, mais je pense que ce que Weil aurait appelé éther, peut-être il faudrait fouiller les textes, c'était justement la partie de la courbure relative à l'inertie, donc ce qui dépend finalement de l'énergie du vide gravitationnel, pas du vide quantique, c'est-à-dire très exactement lambda. Donc, dans un sens... Je crois que lambda, vu comme la courbure de l'espace-temps vide, c'est d'une certaine manière l'éther.